On va faire l'intro dans l'hémicycle. C'est fermé? Mathieu, on fait comment? On est toujours à Bruxelles cette semaine où on est passé à la vitesse supérieure dans notre bras de fer pour l'éthique contre le fric dans les institutions européennes. On va se parler bien sûr du cas Sylvie Goulard et de notre combat ici au Parlement pour la création d'une autorité indépendante de contrôle des conflits d'intérêts, mais aussi contre le pantouflage et les rémunérations très généreuses versées à certains députés ici, en plus de leur indemnité d'élus. On va aussi se débriefer l'instrumentalisation du thème de l'immigration en France comme en Europe, à l'occasion du débat organisé par Emmanuel Macron cette semaine. On va revenir aussi sur les initiatives enthousiasmantes de désobéissance civile pour le climat menées par certains militants que Ségolène Royal veut mettre en prison. Pour le lobby de la semaine, on va voyager vers un pays très peu recommandable, même si Macron aime bien lui vendre tout plein d'armes pour affamer les gens au Yémen. Allez, c'est parti, générique. Alors comment ne pas commencer cette aubry qui court cette semaine sans vous parler quand même d'une énorme victoire de l'éthique sur le fric, puisque vous en avez sûrement entendu parler. La candidature de Sylvie Goulard, la française, la protégée d'Emmanuel Macron, a été rejetée à la Commission européenne ici par notre Parlement européen, d'ailleurs à une large majorité. Et elle a été rejetée essentiellement pour des questions éthiques, pour plusieurs problèmes. On vous a beaucoup parlé de Sylvie Goulard, donc vous savez sans doute qu'elle a été rémunérée plus de 10 000 € par mois par un think tank américain quand elle était députée européenne ici. On l'a réauditionnée encore cette semaine et bon, elle comprenait que ça pose des questions, mais elle voyait pas le fond du cœur du problème. En fait, si un député, en plus de ses indemnités d'élu, reçoit une rémunération annexe, ça veut dire qu'au final, il rendait compte à des intérêts privés plutôt qu'à ses électeurs. Et ça tient d'une conception de la démocratie, du contrôle des lobbies, qui n'a pas sa place dans les institutions européennes. Et pour nous, ça reste une immense victoire dans un premier temps. C'est un camouflet aussi pour Emmanuel Macron, qui s'est entêté à présenter Sylvie Goulard malgré toutes les casseroles qu'elle avait. Mais je crois surtout qu'il faut tirer les leçons de toute cette séquence qui a montré à quel point la procédure d'examen des conflits d'intérêts était trop faible, trop insuffisante, qu'elle manquait de moyens, de temps, d'indépendance. Et c'est pour ça qu'on s'est battu et qu'on va continuer à se battre pour d'abord la création d'une autorité indépendante en charge notamment de l'examen des conflits d'intérêts. Et on a obtenu cette semaine une deuxième victoire, qu'un débat se tienne dans l'enceinte, dans l'hémicycle du Parlement européen. On va vous remettre par ici la petite séquence de mes interventions en session plénière et le petit débrief pour que vous compreniez ce qui s'est passé en session plénière, mais c'est plutôt une bonne nouvelle et j'espère que ça ouvrira la voie dans un deuxième temps. On va proposer une résolution et revenir à la charge avec notre proposition de la création d'une autorité indépendante qui devra aussi avoir, je pense, pour tâche notamment de revoir les règles d'éthique au sein du Parlement européen et d'interdire des rémunérations annexes comme ça a été le cas pour Sylvie Goulard. Moi, je pense qu'il faut interdire toutes sortes de rémunérations annexes quand elles viennent d'intérêts privés, même dès le premier euro, parce que je crois qu'il en va de la confiance de tout le monde dans les institutions européennes, une confiance qui est déjà bien sapée, bien ébranlée, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des dirigeants politiques européens qui répondent à des intérêts privés plutôt qu'aux intérêts des électeurs et qu'il faut donner un bon grand coup de balai dans les lobbies qui sont bien trop présents au Parlement européen. Voilà, j'en sors plutôt boostée parce que c'est quand même une grande victoire pour nous, deux grandes victoires, d'abord sur Sylvie Goulard et ensuite sur l'instauration de ce débat sur l'examen des conflits d'intérêts. La preuve que d'avoir des députés insoumis au Parlement européen, c'est utile, même quand on n'est pas nombreux. Alors là, on est au rez-de-chaussée du Parlement européen. C'est un peu notre centre commercial à nous. Vous vous souvenez, je vous avais dit au début du mandat, le Parlement européen, c'est un peu une tour d'ivoire. On peut tout y faire sans en sortir. La preuve est, on ne vous avait pas encore emmené par ici, juste derrière moi. Il y a une banque, un peu plus loin, il y a un kiosque à journaux, il y a de quoi acheter à manger, bref, de quoi ne pas sortir. Peut-être que ça inspirera nos amis d'Extinction Rebellion de venir occuper le Parlement européen. Ça aura double usage, occuper un peu une forme de centre commercial comme ils ont fait le week-end dernier au centre commercial de la Place d'Italie à Paris. Et puis en même temps, ça leur permettra de toquer directement à la porte de tous les décideurs politiques qu'il y a ici pour leur rappeler que
des actions pour lutter contre le changement climatique et des mesures politiques, on les connaît et qu'il suffit d'ambition. Et que finalement l'alerte qui est lancée par Extinction Rebellion ne fait que relayer des choses que l'on sait déjà, que le GIEC, les experts des Nations Unies avec leur dernier rapport qui parlait de perte de 26% d'espèces et une vraie alerte pour la biodiversité. La France ne respecte pas ses engagements pris lors de la dernière COP. L'an dernier, la France a excédé de 4,5% sa production de carbone. Donc on voit que le niveau d'ambition n'y est pas du tout. Et ce qui est intéressant dans le mouvement d'Extinction Rebellion, c'est qu'ils utilisent tous les outils d'interpellation du grand public. Ils utilisent des formes nouvelles de mobilisation et de contestation. Mais au final, la désobéissance civile, pour moi, c'est un outil qu'on doit utiliser, qu'on doit relayer, y compris nous en tant qu'acteurs politiques. Et contrairement à ce qu'en pense notre amie Ségolène Royal, qui nous a fait une belle sortie cette semaine en nous disant presque qu'il faut tous les embastiller. Sauf si on met tous ces gens en prison, je pense que le plus simple, c'est de s'attaquer directement aux responsables. Que sont les responsables politiques? Les États qui ne prennent pas suffisamment au sérieux la question de la lutte contre le changement climatique. Et nous, on va se faire le relais au Parlement européen de l'urgence d'agir, mais avec des propositions et des mesures concrètes. Par exemple, refuser les accords de libre-échange qui continuent à organiser le grand déménagement du monde, la politique agricole commune qui doit devenir un outil de la transition écologique pour soutenir l'agriculture biologique, de proximité. Remettre aussi la finance au service de la lutte contre le changement climatique. Ça fait partie de tout le combat qu'on mène sur l'indépendance de la Banque centrale européenne pour y mettre fin et pour qu'on utilise enfin la monnaie pour investir massivement dans les énergies renouvelables. Voilà à notre niveau le relais qu'on essaie de faire de ce combat. Et puis je crois que plus généralement notre rôle de politique, un peu comme pour le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'être au service, d'accompagner ces mobilisations qui sont, je vais essayer de voir le verre à moitié plein, porteuses d'espoir, même s'il y a urgence à agir, porteuses d'espoir par leur force, la force de leur message et de leur mobilisation. Donc affaire à suivre en espérant qu'on ne les traitera pas comme de vulgaires délinquants ou des terroristes, mais plutôt qu'on les écoutera une bonne fois pour toutes. Alors cette semaine, Emmanuel Macron nous a gratifié une nouvelle fois d'un débat sur les questions migratoire. Un peu comme si l'immigration, selon lui, était un sujet tabou. C'est vrai que les médias n'en parlent pas du tout, que les politiques n'en parlent pas du tout. D'ailleurs, on n'en parle tellement pas qu'on laisse Zemmour en parler en prime time sur des chaînes d'information continues. Il faut vraiment se demander pourquoi Emmanuel Macron, en réalité, a organisé ce débat sur les questions migratoires. Parce que on nous dit, OK, on va encore voter des lois sur les questions migratoires. En réalité, il y en a eu plusieurs ces dernières années. On les a jamais évaluées. Et moi, j'ai aucun problème à ce qu'on parle des questions migratoires. Mais si on le fait, il faut le faire de manière sérieuse et sans instrumentaliser le débat, comme le fait Emmanuel Macron. Et je pense que c'est important de battre en brèche quelques idées reçues sur la question de migration. On peut en prendre quelques-unes dans l'ordre. D'abord, on nous dit souvent l'aide médicale d'État, c'est un truc qui est ressorti. L'aide médicale d'État serait soi-disant utilisée pour faire de la chirurgie esthétique. Mais c'est faux, évidemment. Ce qui est remboursé, c'est une partie de la reconstruction mammaire après un cancer du sein, avec un reste à charge d'ailleurs de plus de 1 300 € pour les personnes, ce qui décourage pas mal de monde de se faire opérer. Ensuite, on nous dit régulièrement, ça revient dans le débat et c'est revenu cette semaine, il faut des quotas. Alors là, j'ai envie de dire, ouais, sauf que les quotas, d'abord, c'est illégal d'un point de vue du droit international et c'est inapplicable. On va dire aux migrants, allez-y, aux réfugiés potentiels, on va mettre la guerre en pause dans votre pays le temps que notre quota revienne à zéro. On voit bien que c'est pas du tout une pratique qui est faisable. Et en réalité, on peut se demander quelle est la cible pour eux. C'est ce qu'ils appellent les migrants économiques. Mais là aussi, il faut garder en tête qu'est-ce que sont les migrants économiques. Il y en a très peu, que 34 000 par an.
Et on va vous remettre dans la description de la vidéo des liens vers les chiffres réels de l'immigration, parce que quand on regarde sur les titres de séjour qui sont accordés et qui on accueille en premier, faut remettre la vérité en place. En réalité, ce sont avant tout des étudiants. Ouais, des étudiants qui représentent la grande majorité des titres de séjour accordés. Ensuite, les deuxièmes, ce sont des expatriés français qui veulent ramener leurs conjoints. Alors, j'ai envie de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? On demande, on arrête de faire venir des étudiants étrangers. Les Français qui reviennent de l'étranger, qui sont pas, en général pas les moins fortunés, qui veulent faire revenir leurs conjoints, on leur interdit. Et puis, il y a un dernier tabou, c'est, on nous dit, il faut être moins attractif pour les migrants, comme si les migrants, vous savez, ils avaient un petit magazine de vacances, et puis ils se disent, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, oh, lequel a l'air le mieux, lequel a la meilleure piscine? Non, il faut pas déconner. Enfin, on choisit pas un pays de migration comme on choisit de partir en vacances. On monte pas sur un radeau de fortune comme on choisit de monter sur un paquebot de luxe. Et c'est bien connu, pour nos amis d'extrême droite, les sans-papiers, ils ont le droit à plein d'aides sociales, et les centres de rétention où sont enfermés des enfants sont des hôtels 5 étoiles. Tout ce débat, il pose problème en France, mais aussi en Europe. On l'a vu ici avec le débat sur le nom d'un commissaire qui serait un commissaire au mode de vie européen, à la protection du mode de vie européen. C'est quoi le mode de vie européen? Et comme par hasard, dedans, il y a les questions migratoires. Et évidemment, nous, on a gueulé ici au niveau européen pour que ce titre ne soit pas confirmé. Et on sait très bien que c'est une stratégie de diversion, mais qui, en attendant, donne raison à l'extrême droite, utilise ses mots, son raisonnement. Et cette stratégie de diversion, il ne faut pas être dupe, parce que s'ils veulent parler immigration, c'est qu'ils ne veulent pas nous répondre sur les questions sociales, sur les questions écologiques, au mouvement des Gilets jaunes, au mouvement des jeunes qui sont mobilisés pour le climat. Et face à ça, ils préfèrent agiter le chiffon rouge de l'immigration. Et ben nous, on continuera à dire que le problème, c'est pas l'immigré, mais c'est bien le banquier. Comme ça, je suis convoquée par Sa Majesté l'ambassadeur du roi. Allez, générique. Alors cette semaine, on en avait marre de vous parler des multinationales. Rassurez-vous, on va vous en reparler très bientôt vu le nombre de courriers qu'on reçoit de leur part. Mais on s'était dit qu'on allait changer un peu, voyager un peu. Et voici le carton d'invitation de Sa Majesté le Roi d'Arabie Saoudite pour participer à une petite sauterie, une réception à Bruxelles. Ça vous semble anodin, un carton d'invite des Saoudiens, mais en réalité, ça fait les ambassades de manière générale étrangères ici à Bruxelles font partie des lobbies les plus insistants dans la bulle bruxelloise. Vous pouvez demander ça à mon équipe qui en peuvent plus, qui reçoivent des tonnes de coups de fil de la part des ambassades pour nous inviter à droite à gauche. Je crois que si j'ai un burn-out sur les bras dans mon équipe d'ici la fin du mandat, je pourrais me tourner vers nos amis des ambassades, parce que voilà, petite pensée pour notamment mon collègue Gilles qui doit gérer leurs demandes incessantes, mais derrière ça veut dire quelque chose, c'est qu'ils défendent les intérêts financiers et militaires de grandes puissances et des États, parce que la France vend des armes qui leur servent à mener la guerre au Yémen. On le sait grâce aux révélations des ONG qu'au moins 48 canons César français sont utilisés dans cette guerre. Et ce sont des contrats juteux contre la vie des Yéménites, puisque ces armes sont utilisées dans la guerre au Yémen, qui a fait plus de 50 000 victimes tuées dans les combats. Et ce qui est inquiétant aussi dans tout ça, c'est que y a eu une tentative d'étouffer la vérité en mettant notamment la pression sur les lanceurs d'alerte. Il y a plusieurs journalistes qui ont été convoqués par la DGSI, les journalistes du média Disclose, de la cellule d'investigation aussi de Radio France. Et il y a quelques jours, il y a même le président d'une ONG qui a été convoquée pour compromission du secret de défense nationale. Et la question qui se pose, c'est quels liens commerciaux, militaires, diplomatiques on
peut entretenir avec des pays qui sont considérés comme des alliés, dans le cas de l'Arabie Saoudite par la France, et qu'on laisse impuniment tuer des civils au Yémen et même qu'on aide indirectement. Voilà, un petit coin des lobbies un peu spécifique. On continuera à vous parler de tout ça parce que mon petit doigt me dit qu'on n'est pas à la dernière invitation par une ambassade. On se retrouve à l'extérieur du Parlement pour cette conclusion du 11e épisode de L'Aubry qui court. Pour tout vous dire, on commence un peu à se les cailler ici dehors à Bruxelles. Donc je suis pas sûre qu'on tourne encore beaucoup d'épisodes à l'extérieur pour la fille du Sud que je suis. Voilà, sinon vous allez m'avoir avec la crève. Bon, je vais négocier ça avec Mathieu pour les épisodes suivants. Donc profitez de l'extérieur, vous le reverrez peut-être pas. Ce week-end, moi je suis à Nantes pour le lancement de l'initiative, ou plutôt pour les états généraux de Nantes en commun. Une initiative municipale, on aura l'occasion de se débriefer ça plus longuement la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on sera encore à Bruxelles pour notamment des réunions et des travaux avec notre groupe de la gauche unitaire européenne. En attendant, merci encore à tous ceux qui ont partagé la vidéo, qui ont fait des petits commentaires. N'hésitez pas à continuer à le faire. J'ai même un petit scoop pour vous. Il paraît que Nathalie Loiseau, oui, la tête de liste de La République En Marche, regarde nos vidéos et même apparemment on les aime bien, donc salut Nathalie si tu nous regardes. Et puis pour vous, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir les notifications et recevoir l'information des prochaines vidéos. Et puis portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, allez à très vite. Sont prises et donc... une personne qui me fait rire derrière. Pourtant c'est dommage, j'avais bien commencé. Ouais, c'est eux qui se sont retournés, qui se sont mis à mourir de rire. Faut que j'arrête de regarder les gens. Ok, bon, sinon elle était bien mon accroche.